Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je m'entretiens avec Gilbert Lachance, qui est un acteur spécialisé dans le domaine du doublage de films, de séries jeunesse et de dessins animés. D'abord connu du grand public pour son rôle de Marc-André Dumoulin dans la populaire série Chambre en ville, c'est derrière la caméra qu'il est le plus prolifique avec plus de 400 films doublés. Il est notamment la voix des acteurs Johnny Depp et Matt Damon, mais aussi celle de Krusty le Clown dans la série Les Simpsons. Gilbert Lachance, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait quand même un petit bout qu'on essaie de s'arranger. J'imagine que les journées doivent être occupées. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Bonjour. Tu fais un métier qui est vraiment pas connu du Québec. Pourtant, je vérifiais la liste des choses que tu as participé. C'est assez impressionnant. Des centaines de films que tu as doublés. Pourquoi on connaît moins le monde du doublage au Québec? Ben parce que c'est un monde de l'ombre. C'est par définition un doublage, ça doit se faire oublier. On est oublié, mais c'est quasiment bon signe parce que quand on regarde des doublages qui sont mal faits, on se plaint, on dit les babines ne fit pas avec le son, puis là ça parle tout, tu sais, c'est pas synchrone, ou le jeu est pas bon, ben, ça on veut pas ça. Mais quand c'est bien fait, moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est de me dire qu'on me reconnaît pas ou que on sait même plus. J'ai-tu écouté en anglais ou en français, je m'en souviens plus. Ah ben ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le doublage était bien parce qu'il s'est fait oublier. Alors, c'est un peu ça. Mais je dirais que comme le doublage au Québec est toujours un peu en péril parce qu'il y a d'autres pays francophones, ben, la France en particulier, mais beaucoup d'autres pays aussi, qui veulent prendre une part du gâteau du marché du doublage, ça serait peut-être pas mauvais que les Québécois soient plus au courant. Puis d'ailleurs, ça m'a motivé à vous parler parce que je trouve ça important que les gens, justement, connaissent le métier qu'on fait, puis nous donnent leur appréciation, puis qu'on soit toujours, nous, comme doubleurs, à l'affût des commentaires des gens pour s'améliorer, puis voir c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils aiment moins, pour qu'on puisse continuer à avoir cette industrie-là au Québec. Alors, on veut se faire oublier quand on écoute le film, mais on ne veut pas se faire oublier comme industrie, disons. Quand on le voit, des films français traduits en France ou des émissions, j'écoutais une émission particulière, je ne me rappelle pas, je pense que c'était à Canal D ou quelque chose comme ça, qui était traduit en France. Et j'ai regardé ma conjointe et j'ai dit, mais ça n'a aucun bon sens. C'est pas comme ça qu'on parle, c'est agaçant à l'oreille. Tandis que d'autres, au même poste, on va l'écouter. Puis, on sait que c'est traduit au Québec, on voit les crédits à la fin. C'est plus intéressant d'avoir une langue qui est plus proche de la nôtre. C'est sûr que c'est pas traduit en gros québécois, comme je pourrais dire à la Slapshot, l'exemple parfait. Mais au moins, c'est un français plus normatif, plus proche du nôtre, avec des expressions. Moi, l'expression qui me fait tiquer à l'oreille, c'est chelou. Au lieu de dire louche, les Français vont dire en verlan chelou. Oui. J'ai demandé à l'envers, verlan. C'est ça. Ouais. Et puis, j'ai demandé à ma conjointe, mais ça veut dire quoi? Je l'entends partout, mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire louche. Je fais comme, pourquoi qu'ils disent pas louche? C'est un mot. Oui, c'est comme c'est ouf. C'est ouf, au lieu de dire c'est fou. Oui. Donc, on le voit dans le domaine. Est-ce que ça vous insulte un peu aussi de voir dire, hey, j'aurais pu faire une meilleure job que ça? Ou une job plus adaptée, peut-être. C'est sûr que c'est frustrant, mais au bout du compte, c'est toujours l'argent qui parle. Et donc, c'est très complexe. Ça vient de très loin, là, toute la question du doublage. La France, si je remonte très loin, c'est que dans les années 40-45, les dates, je ne suis pas trop sûr, les années non plus, mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'industrie du doublage française a statué avec des lois qui protégeaient leur marché, à savoir que tout ce qui devait être éventuellement diffusé sur leurs écrans, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, ce n'était pas encore ça, et devait être obligatoirement doublé en France. Fait qu'ils avaient protégé leur marché, mais c'était encore possible parce qu'il n'y avait pas des marchés de libre-échange comme il y en a aujourd'hui, parce que maintenant, chaque mouvement protectionniste, par exemple, je protège mon marché du doublage, mais ça a des conséquences sur toutes sortes d'autres marchés. Les autres, peut-être qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs crevettes de Méditerranée. Ça peut aller jusque-là, l'interaction aujourd'hui dans le fait qu'on veut protéger un marché. Mais en fait, pour faire une histoire courte, eux, ils ont protégé leur marché depuis des années, des dizaines et des dizaines d'années. Nous, on a voulu faire ça il y a environ 20-30 ans, puis j'étais
j'étais à l'Union des artistes à essayer de penser comment légalement on pouvait protéger notre marché sans brusquer les grands studios américains, mais c'était une campagne qui s'appelait On veut s'entendre. Alors, euh, on avait manifesté, on avait parlé au gouvernement, on avait fait des démarches de recherche au niveau légal, puis finalement, on avait plutôt opté pour une entente à l'amiable avec les grands studios américains qu'on appelle en bon français les majors. Eux, ils ont de bon gré bien voulu faire une grosse proportion de leurs gros films qui soient doublés ici au Québec. Donc, on a un petit peu récupéré notre marché, on s'est un peu assuré du travail. Mais c'est sûr que pour eux, c'est important que le public soit content d'entendre le doublage qu'ils vont entendre au Québec. Et si on manifeste à ces grands producteurs de films-là que le public québécois préfère les doublages faits ici, parce que la langue, bien que ce soit, on ne parle pas en québécois, là, je pourrais parler de même, puis tu sais, t'expliquer des affaires, puis là, tu sais, c'est sûr que je peux parler de même, mais ce n'est pas la langue qu'on utilise en doublage, mais c'est plus proche de la réalité nord-américaine, c'est plus proche de notre réalité aussi de Québécois. Alors, ça plaît plus au public québécois. Donc, ça, c'est un argument majeur pour protéger notre marché et pour faire en sorte que le public québécois puisse entendre la langue qu'ils veulent entendre. Mais encore une fois, c'est jamais acquis. Faut toujours se battre pour protéger ça. Par exemple, les films que vous allez voir au cinéma, la plupart sont doublés au Québec. La plupart. Mais quand vous ouvrez votre Netflix, ben, à moins que ce soit des films qui sont passés déjà au cinéma, doublés ici, puis qui sont ensuite distribués sur les plateformes, Netflix, Amazon et compagnie, ben c'est les nouvelles productions ne sont pas doublées au Québec. Les séries ne sont pas doublées au Québec non plus. Donc, ça, c'est un marché qu'il faudrait récupérer. Encore une fois, l'argument moi, personnellement, puis je pense que l'industrie en général voudrait qu'on mette de l'avant, c'est ben, le public québécois préfère avoir la version québécoise. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous au moins une partie du marché. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore, en œuvre. C'est encore à faire. Mais c'est sûr, c'est frustrant pour nous. Ben, c'est sûr, c'est un marché qui nous échappe. C'est quand même un gros marché. Là, on voit les séries qui abondent sur Netflix. Énorme. Et c'est pas mal les nouvelles productions. Il y a peut-être moins de productions télé. On parle beaucoup de télé-réalité maintenant. Ouais. Surtout au Québec, là, on en a plusieurs, une puis une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de besoin de traduction. Mais les séries sont commanditées, sont financées par Netflix, Amazon et compagnie pour en avoir sur leur plateforme. Donc, c'est un marché qui Ouais. échappe. C'est un marché futur qui va échapper, qui va continuer Futur, d'échapper. on l'espère, mais c'est pas encore acquis. Ouais. Mais Je, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup des gens de l'industrie du doublage, euh, le pain et le beurre, là, ce qui fait qu'on survit aujourd'hui, c'est vraiment la surimpression vocale. C'est ce qu'on entend sur les chaînes spécialisées, les émissions de cuisine, de voyage, de meurtre, d'enquête. La surimpression vocale, c'est qu'on entend un petit peu d'anglais en dessous, puis on entend une voix française qui parle, qui traduit ce dont il est question. Ce genre d'émission-là, c'est ce qui nous fait principalement vivre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais avec tout, puis on est bien content de faire ça. Euh, Puis il y a aussi un phénomène, c'est que les grands studios produisent moins de films, mais ils mettent plus d'argent sur chacun des films. C'est des centaines de millions de dollars maintenant par film. Avant, c'était comme quelques dizaines de millions, puis s'ils faisaient un film. Là, c'est plus des sommes phénoménales. Donc, ils réduisent la quantité, mais ils misent gros sur chacun des films. Donc, ça fait que nous, on a moins de volume de films à faire. Ça aussi, c'est un impact. Donc, l'industrie du doublage, ça va, mais ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller même beaucoup mieux. Parce que ce qui est étonnant, c'est que les séries sur les plateformes de diffusion en continu font doubler beaucoup de séries en anglais au Québec. Les comédiens anglais, tout le côté anglophone, reçoivent en ce moment une belle manne de cette industrie-là qui ne se répercute pas au niveau francophone. Parce qu'il y a les studios français et autres qui font ce travail-là. Donc, ouais, c'est la situation actuelle.
as soulevé un point. Et justement, vu que j'étais en présence, j'aimerais savoir pourquoi les séries qu'on double, on entend du français, mais on entend encore la piste anglophone en dessous. Est-ce que c'est une question de technique pour justement garder le son parce qu'on reçoit l'émission déjà montée? Ah, ben, c'est parce que c'est comme c'est deux approches différentes. Quand on est dans un film, euh, on veut, on veut embarquer dans le film au complet, on fait croire, on veut donner l'illusion que l'acteur, Tom Cruise, mettons que c'est moi, il parle en français. Tu sais, puis il parle français, puis il vit toutes les émotions en français. Alors que quand mettons, on a une émission de cuisine, puis on a un chef qui est en train d'essayer de réussir sa recette, ben là, on l'entend en anglais, puis on le traduit. C'est comme si un ami te donnait la version en français, te la chuchotait à l'oreille pour que tu comprennes ce qu'il dit. C'est pas la même approche. Puis le texte n'est pas écrit non plus en fonction que ce soit synchrone, parce que quand on parle, quand on fait du doublage proprement dit, on essaie de trouver un texte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'appelle pas une traduction de doublage une traduction, on appelle ça une adaptation parce qu'on essaie de garder le sens, mais de trouver des mots, des façons de parler, des rythmes où, mettons, je dis Hey, comment ça va? Ben, le Hey, il faut qu'il soit long, puis comment ça va? Il faut qu'il soit plus rapide. Puis Hey, how are you? Mais tu fais un how. How, ça peut aller sur comment, ça va faire une demi-labiale, puis comment, c'est une labiale, parce qu'on met les lèvres ensemble. Donc, ça peut aller, how are you? Comment ça va? Ouais, ça peut aller. Mais il y a toute une question de rythmique qui est écrite sur une bande rythmo. Une bande rythmo, ça, si veux-tu que je t'explique un petit Oui, peu le absolument, principe? parce que c'est une technique, là. C'est pas C'est une juste de parler partition. comme ça et puis on lit un texte, là. C'est beaucoup Effectivement. plus Donc, le complexe que ça. doublage, là, quand vous écoutez un film ou une émission doublée, il y a un texte qui a été écrit précisément pour s'accorder, se mouler à à la, pas à la musique anglaise, mais au rythme anglais avec tous les mouvements de bouche qui correspondent idéalement, là, pour que quand on dise la phrase en français sur les lèvres anglaises, ben, il n'y a pas un A sur un M en anglais. Tu sais, on veut éviter ça, là, puis qu'il faut que ça finisse où est-ce que ça finit pour pas que le gars continue à parler la bouche fermée ou l'inverse, finit de parler puis que la bouche continue. On veut pas ça. Fait qu'il faut trouver le texte qui correspond vraiment à l'idée et au mouvement de la bouche. Donc, ce texte est écrit sur ce qu'on appelle une bande rythmo. La bande rythmo, ça, l'origine de ça, c'était à l'époque, on prenait vraiment une pellicule transparente, là, comme une pellicule de cinéma. Les plus jeunes ne savent même pas c'est quoi parce que tout est numérisé, mais à l'époque, il y avait une pellicule, on projetait de la lumière à travers, puis on faisait dérouler ça, puis ça projetait une image. Alors, de la même façon qu'on avait cette pellicule avec les images, il y avait une autre pellicule transparente où on écrivait le texte qui défilait en même temps que la pellicule du film. Puis, mettons, je disais Hey, comment ça va? Ben là, il y avait un Hey qui était très long. Puis, comment ça va? Il était écrit plus petit. Fait que quand il arrivait le Hey, puis là, il faut lire vis-à-vis une petite ligne. Fait que là, le Hey arrive. Hey! Puis là, comment ça va? Il va plus vite. Puis tout est écrit comme ça. Maintenant, c'est numérisé. Il y a des systèmes qui font ça par ordinateur, mais le principe est le même de garder toujours la rythmique pour que ça soit synchrone, puis qu'on puisse faire l'illusion que la personne parle en français à l'écran, alors qu'elle parle une autre langue. Mais en surimpression vocale, c'est plutôt le sens qu'on va garder, l'émotion un peu, tu sais, si le chef dont on parlait tout à l'heure, il est fâché ou il est en panique, mais là, on va essayer de le vivre un peu, mais un peu moins que le gars à l'écran. Puis, pour donner quand même un petit peu d'émotion, parce que c'est ça qui est le fun, c'est l'émotion, c'est le suspense, mais on reste un petit peu en retrait de ce qu'on entend en anglais. C'est tout ça, c'est deux secteurs où c'est pas mal les mêmes personnes qui font ce travail-là, mais c'est fait avec deux techniques différentes. Quand on fait de la surimpression vocale, on n'a pas la bande rythmo. On a juste un texte qu'on lit, on écoute, on a les écouteurs sur la tête, on écoute l'anglais, puis on suit avec le texte. Fait qu'il faut savoir lire très bien, avec une bonne diction, très vite. Faut pas buter trop souvent. Là. On bute, c'est sûr, là, mais on essaie d'être le plus fluide possible. Puis, on le fait en écoutant
L'anglais. Fait que là, des fois, on écoute la personne, puis là, on dit, oh non, il a fini trop vite. Ah, ben non, il est là, la dernière partie, il cherche son idée, puis là, ça finit plus. Fait que là, OK, il faut s'ajuster. Puis là, bon, on essaie toujours de laisser un petit peu d'anglais au début, un petit peu d'anglais à la fin, mais dans le centre, ben, on essaie juste d'aller à son rythme, mais pas aussi précisément qu'en doublage. C'est quand même assez complexe quand on regarde ça. Quelqu'un qui peut arriver comme ça. Parce que moi, je me souviens, bon, j'ai fait des nouvelles. Et des nouvelles, on a ce qu'on appelle en anglais un prompter, un Ouais, un télésouffleur. télésouffleur. C'est pas. Moi, je trouvais ça au début complexe. La première fois, je me souviens, ça m'a pris 20 fois à le faire parce que mon texte n'était pas tout à fait formaté comme le télésouffleur me l'apportait. C'était Mhm. l'enfer. Mais on contrôle la vitesse qu'on parle. C'est nous qui décidons à la vitesse Ouais. que le prompteur il va. Mais tandis que là, c'est pas ça. Non, C'est la personne non. à l'écran qui décide de quand est-ce qu'elle va parler, quand est-ce qu'elle va pas parler. Ça doit tout. Ouais. Il faut l'apprendre quand même, le texte aussi. Là. Tu sais, quand on L'apprendre, on double. ne l'apprend pas, on le Ah lit non? toujours, même en doublage. Ah oui? Vous apprenez pas Ouais, le texte avant? pas du tout. Donc, Ben non, vous ben non, ben arrivez non. le matin, puis vous avez un texte que vous connaissez pas du tout. Effectivement. Ouais. Wow, faut quand même être assez rapide, là. Faut être très, très, très rapide. Faut être très, très rapide en lecture. Il faut que ce soit une seconde nature. Ça, c'est le nerf de la guerre, c'est ça. Être très, très bon en lecture. Puis, mais ça, c'est comme un muscle, hein, ça se développe, Mhm. là. Être capable d'écouter quelque chose puis de se mouler au rythme. Puis plus on fait souvent un même comédien ou un intervenant, ou mettons que tu fais, je ne sais pas qui, Lyndon Ramsey, en tout cas, Gordon Ramsay. mettons que c'est toi qui double ce personnage-là, ben, à un moment donné, tu sais comment il parle, tu te fusionnes à lui. Parce que dans le cerveau, moi, j'aime beaucoup la neuropsychologie puis les choses qui parlent du cerveau. Puis on a effectivement des neurones qui fait qu'on est capable de mimer une autre personne. Quand on est en présence d'une autre personne, souvent, on va adopter un peu spontanément ses attitudes, ses façons de faire. On voit d'ailleurs des couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Mhm. Ils ont des expressions, ils ont des mouvements, ils ont des façons d'être qui se ressemblent beaucoup. C'est très fréquent de voir ça. Et puis, c'est la même chose un peu qu'on essaie de développer dans l'immédiateté avec un personnage qu'on doit doubler. Il faut essayer de rentrer dans sa peau, là. Euh, j'ai l'image de Fanfreluche, mais ça, c'est pour les beaucoup plus vieux. Mais en tout cas, c'était une émission où le personnage qui réalisait l'histoire, elle rentrait dans le livre et elle vivait parmi ses personnages. Ben, c'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut rentrer dans l'image. Alors, la façon de faire ça, c'est qu'on pense qu'on est devant un micro puis que si on a une belle voix, bon, on peut faire du doublage, mais c'est pas nécessairement juste ça, même que c'est pas ça du tout. La voix, ça peut être un avantage, évidemment, mais l'idée, c'est d'être se mouler dans un moule. Donc, se mouler, se fondre dans le personnage. C'est ça qu'il faut faire. Donc, savoir bien parler puis lire, c'est comme avoir fait ses gammes, puis tout l'art du doublage, c'est d'être capable d'incarner le personnage. Donc, de savoir détecter c'est quoi ses émotions, c'est quoi, comment il joue, comment il se ressent, puis le ressentir. C'est ça aussi. Donc, Parce l'art du doublage, c'est de ressentir ponctuellement dans la scène ce que le comédien ou la comédienne, selon le cas, vit la situation, la scène dramatique. Il faut que tu la vives. je lisais sur toi en faisant ma recherche et le nombre d'acteurs est assez impressionnant. Et c'est pas les moindres. On parle de Johnny Depp, Matt Damon, Chris Rock, Tom Cruise, Rob Lowe, Josh Brolin, pour ne nommer que ceux-là. Ça, c'est juste dans les films. Tu fais aussi de l'animation, Ouais, de la surimpression vocale, j'imagine aussi un peu. Je vois ton ouais. nom un peu passer dans des émissions. En plus Mhm. des jeux vidéo aussi. C'est un autre, Ouais. Ezio. un autre Assassin's Ezio dans Creed. Il y a un Assassin's moment Creed. déjà. Mhm. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis j'imagine que chaque type de doublage, on l'aborde pas de la même manière. Parce qu'on peut pas aborder de l'animation comme on aborde un film, comme on aborde j'imagine. Euh, Mhm. Puis comment on fait pour être attitré à un acteur en particulier ou des acteurs? Ben, pour Johnny Depp, au départ, ça a été des auditions quand ils ont commencé à faire. Ben, je l'avais déjà fait, Johnny Depp, le premier dans lequel j'ai fait.
c'est Don Juan de Marco, Mhm. parce qu'il fallait faire un accent espagnol. Je ne sais pas, c'est un vieux film, mais Oui, oui, un film oui. très charmant. Et puis, on m'a attribué ce comédien-là qui commençait quand même. Il n'y en avait pas fait tant que ça, Johnny Depp à l'époque. Puis après ça, il y a eu la fameuse série des Pirates des Caraïbes pour lesquelles j'ai passé une audition, mais avec une espèce de petite longueur d'avance parce que je l'avais déjà fait dans un autre film. Et on m'a attribué le rôle. Mais à l'époque, pour le deuxième film, j'ai repassé une audition, je ne sais pas, j'ai repassé une audition, troisième film, encore passé une audition, encore choisi. Puis je pense que même Johnny Depp avait donné son accord pour ça. Il avait participé au choix. Et que je n'aurais jamais rencontré, que j'aimerais bien rencontrer d'ailleurs. Mhm. Johnny, si tu nous écoutes, passe-moi un coup. Euh, Euh, Johnny et Depp puis, pourrait faire sa traduction d'ailleurs aussi, parce que Johnny Depp parle français. Je ne sais pas s'il effectivement, parle il pourrait très bien quasiment le faire. français. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais, 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 je connais pas son niveau de français, mais ça, ouais, ouais, avec Vanessa Paradis, il vient Effectivement. d'apprendre un peu le français. Mhm. Quoi qu'il y en a qui vivent avec des francophones et qui n'apprennent pas le français. Ça, c'est une autre histoire. Effectivement. Euh, mais ouais, donc comment ça se fait que j'ai fait tous ces gens-là? Ben, je pense que j'ai été chanceux parce que je suis né, j'avais l'âge où tous ces comédiens-là ont éclos Mhm. sur, sur la scène, à l'écran. Et puis, euh, et puis je me trouvais avoir le bon casting. Tu sais, Matt Damon, ben, je l'ai fait dans Good Will Hunting pour la première fois, je pense. C'est son premier grand film. Mhm. Mais on ne savait pas à l'époque hein, que ça aurait ce succès-là. Le destin de Will Hunting. Puis ben, après ça, ben, je l'ai gardé pour les années qui ont suivi. Ouais, ben, Tom Cruise aussi. J'avoue qu'il y a une part de chance. J'imagine que je ne faisais pas un trop mauvais travail. Mais il y a une question aussi de synchronicité. Là, puis je ne dis pas ça au niveau ésotérique, mais je dis seulement que je suis arrivé au moment où ces gars-là ont explosé, puis on a bien voulu me confier leur babine en français. Et en plus, c'est drôle parce que je vérifiais l'âge de ces gars-là. Bon, t'es né en 64 et ces gars-là sont nés un peu dans les mêmes années, 60, 70. Je pense que Matt Damon est le plus jeune dans les plus grands acteurs, ceux qui sont les plus prolifiques. Ouais. Est-ce que c'est important d'avoir, je dirais, peut-être pas le même âge, mais avoir une voix qui représente bien l'âge? Je m'explique, Oui, si oui. quelqu'un de 22, 23 ans qui a une petite voix claire fait un Rob Lowe, il me semble que ça cadre pas. Hein. Ah ben non, il faut avoir un âge semblable. Pas nécessairement. Ben, il y a le thème de la voix qui change, là. C'est sûr que si je m'écoute dans mes premiers doublages, il y a quelque chose qui a changé, mais on garde quand même quelque chose d'un peu. Genre, ma voix pas. Je parle pas comme ça, là, Non, plus, c'est ça. là. Mais il y a aussi la maturité. Je veux dire, on joue pas juste avec notre voix. Puis c'est ça que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'on joue avec toute notre sensibilité, toute notre expérience de vie. Ça change comment on joue parce qu'on interprète des personnages. On ne fait pas juste dire des mots avec pour que ça soit synchrone. C'est vraiment un art, le doublage. C'est ma vision de la chose. Puis et puis, si on est capable d'aller ressentir vraiment la situation dans toute sa subtilité, dans toutes les blessures qu'on peut avoir, toutes les joies qu'on a eues, avoir eu des enfants, pas avoir eu d'enfants, ça nous construit ça comme comédien. Puis c'est avec ça qu'on joue aussi. C'est notre matière première, c'est notre vie, c'est notre sensibilité. Notre sensibilité, ben, elle est modulée à travers les expériences qu'on vit. Donc, c'est ce qui fait en sorte que quand tu doubles un gars de 50 ans, puis que tu as 50 ans, ben, tu sais de quoi il retourne. Même si on ne peut pas mettre le doigt dessus précisément, mais on le sent dans la sensibilité, dans la façon de jouer, puis il y a une profondeur qui se dégage. Mais je ne saurais pas dire à quoi ça tient, mais ça existe, c'est indéniable, puis ça s'entend. On a vu parmi les plus grands films qui ont été faits, je pense à Rain Man. T'as oublié Tom Cruise là-dedans, c'est en 88. C'était à Ouais, tes j'étais tout pas là. débuts parce que
j'ai lu. C'était pas moi. C'était un Français qui a fait Rain Man. C'est pas Ah moi oui? qui l'ai fait. Ah, c'est parce Non. que dans les crédits, c'est ça, c'était marqué Rain Man que tu avais fait ça. Mais je me disais, c'est spécial. Mais bon, 88, ben non, ben non, ben non. c'est ça, parce que tu es sorti de l'école en 87. Le premier que j'ai fait avec Tom Cruise, je pense, c'est Des Hommes d'honneur. Ah, quand même Euh, un grand film. ouais, c'était quelque chose. Puis il y avait des tirades, là. Oh là là, c'était olympien comme défi, là. Je veux dire, il y a le procès à la fin, là, ça part. Ouais, ça, c'était épique. C'était extraordinaire. Ouais. Mais ça, je pense que c'est le premier que j'ai fait de Tom OK. Cruise. Je ne les ai pas tous faits. J'ai OK, pas parce fait qu'il y en a d'autres. Risky Business, j'ai pas fait. OK. Non, Parce que c'est je des les ai pas auditions, tous faits. j'imagine encore, puis bon, t'as pas eu le rôle pour ça, ou t'as pas passé Ben, je l'audition. pense que je n'étais même pas sorti de l'école encore. Ah, OK, OK, ouais. J'avais pas le nombril sec. Puis, je lisais aussi, détrompe-moi si je me trompe, que tu étudiais aussi le piano. Je jouais un piano en arrière. Ouais. Et puis, Ouais, le piano. Ah ben oui, j'ai étudié 9 ans le piano. Ouais, j'ai fait du piano classique, puis j'arrête pas de jouer du piano, puis j'ai plein de compositions, puis probablement que je vais sortir un album bientôt. mhm. Et OK. Le piano ouais, classique ou chanté aussi? Ou, ben c'est du néoclassique, mettons. OK. C'est le style de musique que je fais, ouais. C'est plutôt du néoclassique. Là, c'est ouais, un peu ben, comme Alexandra Strelitzky, un peu dans ce Ah, style-là, d'accord. Jean-Michel Blais, euh, un peu dans cet esprit-là. Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de doubleurs qui sont musiciens parce qu'il y a une rythmique qu'il faut savoir intégrer. Tu sais. Puis parfois, parce que je dirige aussi des films, je suis comme Plusieurs je chapeaux. supervise l'enregistrement studio. Tu sais, j'essaie de guider les comédiens, comédiennes sur le jeu, puis le synchronisme, puis tu dis, bon, ben OK, cette prise-là est bonne, puis on continue. Tu sais, c'est moi qui détermine ça pour certains films. Puis souvent, il faut parler, ben, enfin, moi, j'ai tendance à parler en termes musicaux parce que il y a, mettons, le legato, tu sais, le rythme, la personne est plus sans saccade, c'est pas assuré, c'est lié. Ben, parlant de Des fois, saccade, c'est nerveux, puis il y a un langage qui s'applique bien au doublage aussi. je C'est pas ne rare de dois voir des. t'arrêter parce que la première partie de l'émission est terminée déjà. Oui. Et puis nous, on va continuer après. Donc, j'aimerais remercier ceux qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais ou TVC Basse-Lièvre. Je vous rappelle qu'on est sur Spotify, Apple Music et aussi SoundCloud. On a une page Facebook et aussi l'entrevue est sur YouTube. Merci d'avoir été là. Ça fait déjà 27 minutes qu'on parle. Et puis on OK, parlait de oui. rythmique. Justement, tu disais que, bon, je voyais directeur de plateau Peut-être que je ferai aussi. des trop longues réponses, hein, je sais pas. Mais non, c'est pas grave, on est là pour ça. On n'a pas de temps déterminé. C'est ça qui est plaisant avec l'informel. Seulement la première demi-heure. Mais tu disais que tu étais directeur de plateau aussi. Est-ce que le fait de l'avoir été des deux côtés aide? Est-ce qu'il faut commencer par être doubleur pour être directeur de plateau ou quelqu'un peut rentrer directement directeur de plateau s'il a les compétences pour? Il y en a qui sont pas comédiens, qui ne sont que directeurs. Euh, mais personnellement, je trouve que ça aide beaucoup d'être comédien. Je trouve que ça. Ouais. C'est comme si on peut se mettre à la place de l'autre puis savoir qu'est-ce qui résonne. Tu sais, toi, tu es à la barre puis tu te fais diriger, là. Qu'est-ce qui résonne chez toi quand on te parle? Tu sais? C'est, ça aide à trouver les mots qui font que la personne va réagir dans le sens où tu. Ça aide aussi à comprendre où est le problème. Mhm. S'il y a une boucle, ça ne marche pas, mais d'où est-ce que ça vient? Il faut identifier le problème et dire, OK, mais c'est ça qui te manque, ou c'est ça que tu mets en trop. Fait que je pense que ça aide beaucoup. C'est pas absolument nécessaire, mais je pense que c'est un grand atout. C'est un métier, chaque métier, on en parlait, bon, la personne qui va faire l'analyse du film pour faire les bandes synchro, c'est un métier en soi. Ouais. Le doubleur, le directeur de plateau, mais je me demandais, quand on reçoit la commande, bon, on dit OK, on a tel film à faire ou telle série, peu importe, on arrive le matin, on peut s'attendre à une journée de combien de temps? Combien ça peut durer de temps de journée? Est-ce qu'il y a des temps déterminés ou c'est faut qu'on fasse tant, on a telle commande à faire, puis tant que c'est pas fait, on sort pas? Ah, mon Dieu, non, non, c'est pas, tant que c'est pas fini, on ne sort pas, là.
l'industrie existe depuis des années et des années, depuis 50 ans au Québec, là. Est-ce que je vous dis des conneries? Non, plus que ça, même, je dirais. Mais en tout cas, mettons que c'est 50 ans. Fait qu'il y a une expertise, là. On a vraiment une expertise de savoir, bon, ben, pour faire tant de lignes, parce que c'est calculé à la ligne, à savoir Mhm. tant de mots, c'est une ligne. Bon, ben, si on fait 60 lignes à l'heure, c'est quand même un rythme assez rapide. Si on en fait 40, là, on a plus le temps de peaufiner. Alors, mettons que des dessins animés pour enfants, ben là, on accélère le rythme parce que pas parce qu'on veut moins bien travailler, mais c'est parce que ça demande moins de détails. Parce que souvent, c'est des émotions beaucoup plus euh, Précis. évidentes. Et on peut comprendre très vite la situation, puis c'est c'est- c'est moins dans la subtilité. Mhm. Mais un dessin animé de Disney, on va prendre beaucoup de temps parce que c'est très subtil. C'est quasiment ce qu'on appelle le live action. C'est quasiment comme si c'était des vraies personnes. Donc, cette expertise-là, les studios l'ont, puis ils peuvent évaluer qu'on est capable de faire tant de lignes en 1 heure, puis on a tant de lignes à faire dans tout le film, donc ça va prendre 5 jours, donc ça va prendre 10 jours. Parce qu'il y a des films qui sont très bavards, puis d'autres films qui sont moins bavards. Alors, ça aussi, ça détermine le temps. Mais ça, c'est les studios, c'est pas de mon domaine, ça. C'est les chargés de projet qui déterminent ça. Mais évidemment, s'il y a un rush, comme dernièrement, j'ai dirigé un film, il était tellement pressé qu'il a fallu être à 2 directeurs pour le faire. Et moi, je faisais les gros rôles, puis les rôles un petit peu moins, les rôles secondaires, ben, une autre personne qui dirigeait. Parce qu'il y avait des délais de production très, très serrés. Fait que, à ce moment-là, on met les bouchées doubles en utilisant 2 directeurs. J'ai vu dans ton fil de carrière, et je ne peux pas m'empêcher d'aller là, parce que tu disais que tu étais comédien. Je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais. Euh, En 1989, seulement 2 ans après être sorti de l'école, tu te retrouves dans une série qui va devenir une série culte, on dirait au Québec. Peut-être qu'on ne le Ouais, savait pas à l'époque, mais ouais. tu te ramasses avec le merveilleux personnage de Marc-André Dumoulin dans Chambre en ville et Chaton et Chaton, le Minou. fameux Chaton. Mais c'était Euh, elle, Chaton. Moi, c'était Minou. ouais, c'est ça, Minou et l'autre, Patricia Paquin, c'était Chaton, je me rappelle. Et je dois dire que c'est un de mes petits plaisirs du vendredi soir de réécouter Chambre en ville Eh avec oui, ma conjointe. Bon, parce que bon, je suis né en 82, donc j'avais 7 ans quand ça a commencé. Je l'ai ouais. suivi jusqu'à la fin, mais je me rappelais pas tes premières saisons. Quand tu revois ce chose, est-ce que de un, tu l'as revu parce que ça fait quand même 25 ans que la série est terminée. Donc, ça a duré, ça fait 32, pratiquement 33 ans là, que ça a été commencé. Quand tu revois ça, euh, que- quel feeling que tu as? Est-ce qu'on t'en parle encore aujourd'hui? Ben, on m'en parle moins, mais on m'en parle encore, oui. Quel feeling j'ai? Ben, c'est un mélange de nostalgie, mais j'aime pas ça me regarder. J'aime pas ça me regarder. J'ai fait aussi des trucs dans le District 31. C'est difficile de se regarder. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui trouvent ça, tu sais, Les animateurs ah là aussi. là. On voit juste nos défauts, puis je trouve ça très, très difficile. Mais c'est un privilège que j'ai eu de faire ça. Je veux dire, c'est une chance inouïe, là. On a eu beaucoup de plaisir. Puis ce que je retiens, principalement, c'est l'esprit d'équipe qu'il y avait, l'espièglerie en dehors des prises, toutes les folies qu'on a pu faire. La façon de tourner était très, très différente. On était là toute la journée à attendre que notre tour de scène, là. Mhm. Aujourd'hui, ils sont beaucoup, tu sais, les gens ont, ben, à part le District 31 où les principaux sont là tout le temps, mais Oui. nous, aujourd'hui, je pense qu'on tourne, bon, tu as une matinée, puis c'est fini, mais nous, au début, on attendait toute la journée, fait que fallait passer le temps. Fait que ça, c'était quelque chose de passer le temps. Ça, c'était très, très drôle. C'était très, très agréable. Puis Ouais. l'esprit d'équipe, on en parlait, est-ce qu'il y a quand même des relations qui sont ici, qui sont encore aujourd'hui? Je pense bon, à Patricia Paquin, d'ailleurs, qui a joué ta conjointe pendant 7 ans de temps. Euh, On est-ce s'est perdu de vue, on s'est perdu? perdu de vue. La vie nous a séparés. Moi, j'étais beaucoup dans le doublage après ça. Ben, d'ailleurs, j'en faisais déjà pendant Chambre en ville. On est en très bons termes, on se revoit, on est très contents, mais c'est c'est drôle. On a comme un lien indélébile, mais on n'a pas.
entretenu ce lien-là. En tout cas, pas pour ma part. Ça a été un moment intense, mais c'est un drôle de phénomène, Chambre en ville, parce que il y a quelques comédiens qu'on a revus par la suite, effectivement, mais plusieurs qu'on n'a pas revus ou qui ont pris d'autres tangentes. Puis ça a été comme un tremplin, mais qui ne nous a pas nécessairement propulsé dans le domaine du jeu à la télévision. On peut parler, bon, Guillaume le Métivier-Vierge, oui, Anne Dorval, oui, Vincent Gratton, oui, Marie-Josée Croze qui a fait une carrière incroyable en Europe, oui, c'est vrai, mais d'autres ont fait de la musique, Isabelle Cyr, Marie-Josée, c'est quoi son nom? Oui. Marjo Thériault. Marjo Thériault, oui. Marcia Pilote qui est allée plus dans les conférences, dans les livres, ça nous a lancé, mais un petit peu comme un feu d'artifice. Alors, wow, on s'est un peu perdu de vue à cause de ça. On avait Grégory Charles, je me souviens aussi, qui de son propre dire, je ne sais pas pour Chambre en ville, mais pour d'autres séries où il a joué, il dit je me trouvais mauvais. Dans Les Enfants de la télé, récemment, il est passé, puis je me trouvais mauvais dans ça. Pourtant, moi, je le trouvais très bon dans Chambre en ville. Il y avait cette folie-là qu'on lui connaît, d'ailleurs. On ne le connaissait pas vraiment à l'époque, que je pense que c'était dans ses premières séries. De voir cette gang-là, puis de dire waouh, hey, j'ai fait partie de ce phénomène-là qui a propulsé, on s'entend, là, c'est ceux qui sont présentement et dans les après Chambre en ville, 90, là, ça a bouillonné. Il y en a, bon, on parlait de Guillaume le Métivier-Vierge, Julie Deslauriers qui était aussi là. Mais il était un peu connu avant eux, mais ceux qui partaient, comme je pense à Anne Dorval, je pense à Francis Redé. D'ailleurs, je me demande si Francis Redé est encore capable de faire son accent à la Pete Béliveau. Parce que on s'entend que la voix de Francis aujourd'hui puis la voix de Francis à l'époque, c'était, en tout cas dans son personnage, c'était pas la même chose. Puis à un moment donné, je me souviens dans un épisode que j'ai écouté il y a quelques semaines, t'arrives à côté, puis il est au piano, puis il commence à jouer, puis là, il va falloir que tu fasses de quoi, là, puis là, moi c'est Pete, puis je rentre, mais tu l'imitais pratiquement à la perfection. Puis j'ai vu dans l'œil de Francis qui a comme un peu décroché en voulant dire mon tabarouette, toi, tu me fais rire. Il doit avoir de ça aussi. C'est parce qu'aux répétitions, là, j'imitais quasiment tout le monde. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'adore faire, imiter les gens, là. Puis d'ailleurs, Grégory, souvent, il ne pouvait pas être là aux répétitions, fait que je faisais son texte, puis je le faisais en l'imitant, évidemment. Puis, ouais, ça m'est arrivé souvent d'imiter mes amis avec beaucoup, qui aiment bien, châtient bien, là, je veux dire, avec beaucoup d'affection, mais ouais, on s'amusait. Et j'imagine aussi que ça devait faire rire parce que, bon, Grégory Charles a une voix quand même qui est assez. Puis il y a une énergie, j'imagine, quand tu surtout, là, c'est quelque chose, surtout quand tu étais plus jeune, il y avait un rythme encore plus rapide. Puis, ouais, mais je le taquinais. Après ça, bon, on l'a dit, bon, certains ont pris des chemins différents. Toi, tu as continué dans le doublage, mais quand tu as joué dans District 31 il y a 2 ans, tu avais dit dans un article, je suis content de jouer avec mon corps, moi, bien qu'on en a parlé plus tôt, on joue quand même en doublage, là, c'est... Ouais. Mais ça fait quoi? Est-ce qu'on est tagué comme, lui c'est un doubleur, il doit pas être si bon comédien que ça, ou, s'il n'y a pas eu d'autres rôles, c'est parce que, est-ce qu'on a un genre de spectre qui nous suit? Peut-être, mais je ne suis pas dans la tête des gens qui ne m'engagent pas. Je peux pas le dire. Mais j'avoue que pour ma part, j'ai une interrogation parce que je croise des gens dans la rue et ils disent hey, on ne voit pas, comment ça se fait, on aimerait ça de voir ça. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne me le disent pas et qui disent heureusement, on ne le voit plus puis on est bien content. Je ne le sais pas, ceux-là, ils ne me le disent pas. Mais ceux qui me disent qu'ils aimeraient me voir, je les entends. Puis, je me dis, ma foi, ça serait peut-être le fun, mais ça ne se produit pas. Puis, j'avoue qu'après que j'ai terminé Chambre en ville, j'ai eu ma famille, tout ça, puis je me suis beaucoup consacré à ma famille, puis c'est peut-être que je n'ai pas fait aussi beaucoup de démarches pour me relancer à ce niveau-là, que je prends ma part de responsabilité. J'avais du doublage, puis tout ça. Peut-être que les gens m'ont identifié à ça.
Peut-être, ça se peut. Euh, Puis, tu sais, c'est un petit peu, je sais pas si j'exagère, mais euh, on était très, très. C'est comme si Chambre à ville, c'était un petit peu comme le OD de l'époque. Les gens J'aime la pensaient vraiment comparaison. qu'on habitait chez Louise Deschâtelet, puis qu'on vivait nos histoires là. Puis on est devenu comme des personnages réels jusqu'à OK. un certain point. Puis je pense que ça fait partie du succès de l'émission, c'est que c'était crédible. Alors, on est devenu comme ces gens-là. On était comme pas des comédiens jusqu'à un certain point. Je ne sais pas si Ouais, un genre de c'est Big clair Brother, comme, si on comme veut, là. effet. Ouais, mais pas pour tout le monde. Mais donc, peut-être qu'on était tellement caractérisés que on s'est dit, ben, eux autres, lui, c'est Marc-André, tu sais, c'est pas Gilbert Lachance. J'ai pas eu à l'époque de rôle qui aurait été en porte-à-faux, qui aurait donné une autre image de moi-même, qui aurait permis de dire, OK, c'est un personnage qui joue. Parce que moi, dans le fin fond de moi, je me considère comme un musicien plutôt intellectuel, j'aime la philosophie, j'aime des affaires, j'aime la science. C'est pas un personnage qui reflétait ça. C'était l'amoureux, c'était le gars qui prenait soin de sa famille, tu sais, il avait des idées bien carrées. Mhm. Marc-André, bon, c'est un bon gars. Euh, donc, c'est ça. C'est comme je n'avais que ça pour me présenter finalement comme Gilbert Lachance. Mais je pense que je suis resté Marc-André, puis je ne suis pas devenu le comédien Gilbert Lachance. Mais ça, c'est les circonstances de la vie qui ont voulu ça, là, mais ouais, c'est ça. Donc, jouer en personne, puis il y a quelques années de ça, j'ai joué dans Edgar et ses fantômes. Mhm. 1 et 2, le 2, j'ai joué le personnage de Gershwin. D'ailleurs, je jouais du piano, puis c'est pour ça aussi qu'on m'avait choisi, parce que je pouvais aussi jouer, c'est un pianiste, Gershwin, donc je pouvais incarner ça. Puis ensuite, cette production-là a été, pas celle-là même, mais le Edgar et ses fantômes 1, le premier, où les musiciens qui venaient visiter Edgar étaient Mozart, Beethoven et puis Bach, Jean-Sébastien Bach. Ben, on a joué à ça à Paris. Fait que je suis allé à Paris jouer ça. Malheureusement, ça a été pour des mille et une circonstances, ça n'a pas eu le succès qu'on aurait voulu, mais c'est quelque chose qui m'a enchanté, puis c'est quelque chose que je voudrais retrouver aussi, la scène, puis pouvoir jouer du piano devant les gens, puis avoir cette communion-là. Ça me manque. Ça me manque aussi beaucoup. Mm. On le voit avec la pandémie, ça a mis un frein beaucoup. On l'a vu encore. Bon, on Ouais, tourne puis au on n'est pas lendemain sorti des du bois. annonces avant les fêtes. C'est quand même très, très dommageable. Mais du côté du doublage, est-ce que ça Ouais. permet pas justement d'avoir une certaine constance? Ah ben, Parce bien sûr, on est service essentiel. C'est miraculeux, là. Merci. OK, Mais c'est effectivement, je vraiment comprends que service les gens ont essentiel. besoin. Pardon? C'est vraiment service essentiel. Est-ce que c'est considéré comme ça? Ouais, ouais. Ah oui? OK. Carrément. Ben, tout ce qui est télévisuel est un service essentiel. Mais quand on y pense, c'est peut-être pas si bête que ça, parce que les gens, chez eux, quand on était confinés, il fallait qu'il y ait quelque chose à écouter, qu'ils se distraient, qu'ils puissent voir. Le doublage, ben, comme en plus que le doublage, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire à distance. Souvent, on est seul en studio, dans une espèce de grand studio, tout seul, qui a été désinfecté auparavant. On entre avec notre masque, on enlève notre masque pour faire nos lignes, on remet notre masque, on s'en va, on se désinfecte les mains à l'entrée ou au sortir. L'autre, le directeur, il peut être dans une pièce à côté ou à bonne distance. Donc, on peut vraiment respecter les règles sanitaires quand on enregistre, de sorte que, effectivement, c'est tout à fait praticable, même en temps de pandémie, de continuer à faire du doublage. Le problème, ça a été que les films, les tournages, eux, ont été interrompus. Il y a certains gros films là, que j'ai doublés l'été passé, puis on attend toujours la sortie. C'est pas encore fait, là. Donc, ça, c'est une autre histoire d'avoir de la matière première à doubler, Effectivement. mais le fait est qu'on peut doubler. Fait que c'est un privilège qu'on a. Tu abordes le sujet aussi. Une autre question qui me trottait dans la tête. Comment ça fonctionne des comédiens? Est-ce que vous faites. Est-ce que vous. Là, tu dis on est tout seul dans un studio, Ouais. mais comment on fait pour avoir de l'interaction? Parce que si l'autre parle pas, si l'autre dit pas la réplique,
comment on fait pour justement se mettre dedans? Parce que Ah vous là n'êtes là. pas toute la gang en même temps, j'imagine pas. Malheureusement, non. Puis ça fait quelques années que on n'est plus ensemble. Quand j'ai commencé, on était deux, trois au micro, puis on interagissait. Ça enrichissait beaucoup le jeu. Maintenant, ben, il faut premièrement, quand on fait du doublage, là, on ne part pas, on ne lit pas la ligne sans avoir vu la scène, on l'écoute. Parfois, on la réécoute, puis on l'enregistre, puis après ça, on la peaufine, puis on écoute des petits bouts, ah oui, ça, voilà, bon. Fait que, on se met dans l'état, on s'imagine ce que l'autre dit, mais il faut se l'imaginer. On ne l'entend pas. Parfois, ben, quand un des comédiens a enregistré ces lignes, on peut mettre des écouteurs puis l'entendre pour donner la réplique, mais là, il y a d'autres problèmes techniques qui font en sorte que des fois, on ne parle pas assez fort parce qu'on s'entend dans les écouteurs, mais on parle moins fort, mais on n'est pas, mettons que le personnage est dehors dans un milieu d'un champ, ben là, puis on s'entend dans des écouteurs, ben on a de la difficulté à parler assez fort comme si on était dans un grand champ, par exemple. Là, je vous donne un exemple. Mhm. Fait que ça, c'est une autre contrainte. Fait que réussir à recréer une dynamique alors qu'on n'est pas en interaction, c'est quelque chose de très difficile. Puis, personnellement, j'essaie de plaider, moi, quand je dirige des films, pour qu'on soit à plusieurs au micro. Mais là, j'avoue qu'en temps de pandémie, c'est pas le bon moment. Puis, c'est pas le bon moment du tout, là. Mais idéalement, ouais, ce serait quelque chose que j'aimerais qu'on puisse retrouver. Ou ce que je fais, moi, quand je dirige, ben, si je peux donner la réplique à l'autre, même si c'est pas le comédien qui va jouer le personnage, au moins ça donne une dynamique, ça fait un impact positif dans le produit final, je pense. Est-ce que, on va parler des vraies choses, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est un métier que les gens, il faut qu'ils travaillent des 50-60 heures par semaine pour réussir à faire quelque chose ou justement avec on parlait des productions américaines qui ont beaucoup d'argent, donc ils sont capables de mettre un peu plus de budget. Ça dépend de quoi au niveau monétaire pour les acteurs? Bah, c'est toujours une question de volume, mais un comédien qui fait 60 heures de doublage par semaine, là, ça n'existe pas, là. Et c'est bien payé à l'heure parce qu'on ne peut pas faire tant d'heures que ça, parce il y a pas assez de matériel pour le faire. Il y a du matériel, je veux dire, de films à doubler, d'émissions à doubler. On peut avoir des grosses semaines. Mettons que si on fait un long métrage, on va peut-être faire là, notre 40 heures, mais encore là, un long métrage, là, quand tu as 10 heures d'enregistrement là, pour un long métrage, euh, c'est bon, là. Tu as fait beaucoup de lignes. On parlait des lignes à l'heure, là. C'est comme une espèce de nombre de frappes, de nombre de mots. Puis on est payé au nombre de lignes qu'on fait ou à l'heure selon un calcul là, qui est déterminé, qui est à l'union des artistes, tout ça. Donc, est-ce que c'est payant? Ben, comme on est pigiste, ben, des fois c'est très payant, puis à un moment donné, c'est pas payant pendant longtemps parce que nos comédiens font rien, fait qu'on attend. Fait que je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là, mais à l'heure, ça peut être ça peut sembler très payant, Ça fait pas mais on beaucoup ne d'heures. travaille pas 60 heures, ni 40 heures, ni 30 heures par semaine. C'est très, très rare. Puis au niveau de la voix, euh, j'en ai un qui me vient en tête, et puis d'ailleurs tu participes sur la traduction française de ça, de Family Guy, si je ne me trompe pas. Oui, C'est Seth MacFarlane. Euh, on a juste à écouter des entrevues. C'est à peu près, je le comparais à peu près à Grégory Charles, justement, parce qu'il passe d'une voix à l'autre et il est capable de faire, c'est un fou allié total. En tout cas, quand la petite lumière rouge s'allume, lui, c'est vraiment quelque chose. Et il est capable justement de passer, de lire un texte avec plusieurs de ses personnages et de le défiler d'une voix à l'autre et de passer, de faire des ouais. Ça, on interactions. fait ça. Ah oui? On fait ça. Ben oui, ben oui, ben oui. D'ailleurs, c'est le fun, tu sais, de passer des crédits, là, mais je ne sais pas trop comment faire, mais je ne sais pas, là. Bon, alors, ouais, qu'est-ce que tu dis, là? Tu vas faire qu'on est chez nous? On peut passer d'une voix très vite. Ça se fait bien, là. On les a tellement faites, ces voix-là, que on peut se donner la réplique. Où on les trouve, ces voix-là? Parce que j'imagine qu'on fait pas un Johnny Depp comme on fait un Tom Cruise ou un Matt Damon ou d'autres personnages. On part de quoi pour s'inspirer, pour que la voix soit quand même crédible et juste? Ben, je dirais que
pour un dessin animé, on écoute la voix originale. Et tu sais, Krusty parle de même, et je vais parler de même. Hey, hey, les enfants! Hey, hey, kids! Tu sais, c'est imite Oui, un peu le la personnage. voix américaine. Mais quand je dois, mettons, Johnny Depp ou Tom Cruise, c'est pas une question. Je pense pas à ma voix. Je pense pas. Ben, des fois, il y a des comédiens qui ont une voix plus haute, d'autres qui ont des voix plus graves, comme Josh Brolin, il a une voix très grave. Que je vais avoir une voix plus grave et je vais travailler au niveau de la hauteur de la voix, ça, oui. Mais c'est vraiment l'émotion, le type de personnage, le type de sensibilité. C'est comme que ça devient une espèce d'osmose. Puis la voix se calque à cause de ça. C'est une espèce de mimétisme qui fait que ça arrive, mais à vrai dire, là, je ne sais pas comment ça se fait trop. Ça arrive Mais naturel. ouais, c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'il faut juste être dans la scène. Puis l'idée, c'est pas de fabriquer une voix, surtout dans le live action, là, dans les films là, avec des vrais personnages en chair et en os. Euh, c'est vraiment de vivre la situation dans l'émotion, bien comprendre ce qui se passe, bien le ressentir, puis ça passe. C'est ça l'essentiel d'un bon doublage, à mon avis. Mm. On t'a entendu faire Krusty. D'ailleurs, la voix originale de Krusty en français, c'était Marc Labrèche. Ouais. Et c'est une voix très connue. Bon, on sait, on t'entend, t'as pas exactement le même ton. J'imagine que c'est impossible d'avoir le même ton qu'une autre personne parce qu'on n'a pas physiquement les mêmes corps. C'est quoi de remplacer quelqu'un comme ça avec un personnage aussi marquant que Krusty, avec une voix très particulière? Est-ce qu'on essaie de justement imiter ce que Marc Labrèche a fait ou Moi, c'est on ce que part à... j'ai essayé de faire. Mhm. Mais oui, oui. Mais Marc Labrèche, c'est pas le seul que je fais. Je l'ai fait aussi pour Toupie et Binou. OK. Toupie et Binou, je le fais aussi pour Binou. C'est Marc Labrèche qui le faisait. Je pense qu'on a une voix proche. Je OK. pense que c'est tout simplement ça. Donc, je suis capable d'aller de même des Hey, hey, les enfants, c'est vrai que je ne vais pas jouer comme lui, là, mais je peux faire quelque chose d'assez semblable. Ouais, Euh, ça ressemble, oui. Même comme ça, puis, brûle pour point. Là. des fois, je pense à Marc Labrèche, puis je me dis, OK, lui, il ferait ça de même. Tu sais, je l'imite imitant, mais bon, c'est ça. Ou je fais aussi Grou dans les Détestables Moi, là. Mhm. Alors, pourquoi tu ne fais pas ça, les mignons? Bon, alors, je peux faire ça, mais lui, était très différent. Je me le suis plus approprié, mais c'était encore Marc Labrèche. Je pense qu'il y a une question de proximité vocale en Mhm. tant que telle avec lui. Et puis, comment ça s'est passé justement pour remplacer? Est-ce que c'est devenu naturellement, bon, le directeur du plateau est arrivé, bon, ben, Marc Labrèche, je le fais Ouais. plus, veux-tu le faire? Ou s'il a fallu C'est pas que. Marc Labrèche en tant que tel qui m'a référé, là. Non, non, moi, je Mais parle le directeur du plateau, justement. ouais, ouais, c'est Joanne Léveillé, là, OK. qui dirige tous les Simpsons, qui m'a demandé de le faire. Je me souviens plus si j'ai passé une audition ou ça s'est fait spontanément, je ne sais plus. Je pense que ça s'est fait pas mal spontanément. J'avoue que je ne sais pas. Mais c'est ça, personne n'était irremplaçable, hein. Il a fallu remplacer Hubert. Hubert Gagnon qui faisait Homer, il a fallu remplacer plusieurs comédiens. Donc, ça fait partie de la vie. Je pense que il faut. C'est ça, ça fait partie, ça fait partie des aléas de la vie. Surtout pour une série qui dure depuis quasiment 30 ans, là. Mhm. Mm, C'est sûr qu'il y a des mouvances en termes de personnel, un peu comme dans une compagnie. C'est pas tout le temps les mêmes qui sont là pour faire les mêmes travaux. exactement. Euh, Quand, bon, on a parlé Hubert Gagnon qui nous a quittés il y a quelques années, ça fait quoi justement de voir quelqu'un. Bon, ça a été quand même, il y a eu une maladie, je me rappelle pas laquelle, je pense un cancer qu'il y a eu. Ça fait quoi Ouais. dans l'équipe euh, de Ah, voir que. c'est des gros trous, c'est de gros trous. Puis bon. Vincent Davy, ouais, qui nous a quittés, ben, ça, c'est des grandes pertes. Ça nous a attristés, ça nous a. Ouais, ouais, ouais. Puis un autre grand doubleur qui nous a quittés, c'est Jean-Luc Momini qui doublait euh,
c'est quoi son nom? Euh, ben, Bruce Willis, entre autres. OK. Euh, bon, ben, ça, c'est des gars, c'est des piliers du doublage. Mais c'est ça fait partie de la vie. Mm. Ça devient des amis, et j'imagine, là, ça devient, c'est plus que des collègues de travail. Ah oui, On oui, tisse des liens, même si on n'est pas tout le temps ensemble, comme on en parlait plus tôt. tout à fait. Puis un respect mutuel, puis un plaisir de travailler ensemble. Puis c'est des gens qui adoraient leur métier. Là. Le doublage, c'est des gens passionnés qui font ça, mais vraiment passionnés, là. C'est pas comme, OK, on va faire du doublage. Non, les gens aiment ça, adorent ça, en mangent, veulent faire du bon travail. Il y a un dévouement, les gens sont dédiés à ça, là. C'est pas banal, là. Parce que, on en parlait peut-être hors d'onde, là, mais je sais pas si mais en doublage, on peut faire beaucoup plus de personnages qu'on peut en faire en personne parce qu'on est moins limité par notre physique, par notre âge. On parlait du fait que c'est mieux d'avoir le même âge, mais on peut avoir des petits décalages, euh, puis on peut faire beaucoup plus de personnages, de types de personnages en voix qu'en personne. Premièrement, parce que ça prend moins de temps à faire aussi. Là. Je veux dire, entrer en studio, on n'a pas toute la production qui prend beaucoup de temps à faire. Là. Donc, c'est un avantage qu'on apprécie tous comme comédien, comme doubleur, de pouvoir naviguer, faire une poignée de porte un jour, faire un prince le lendemain, puis dans la même journée, aller faire un documentaire qui nous apprend plein de choses en même temps qu'on gagne notre vie. Je veux dire, c'est génial. Puis aussi faire un petit truc plus alimentaire de surimpression vocale qui fait que au bout du compte, ben, on gagne notre vie, puis on a, c'est vraiment un milieu où on a un lien très, très étroit avec les gens qu'on côtoie. C'est une communauté, le doublage. Hmm. Ouais. Puis c'est des gens qui adorent leur métier, qui le font avec beaucoup de soucis, puis de soucis de la perfection. Alors, ouais, c'est quelque chose qui est marquant, je trouve, en doublage. Il y a un film qui est disponible un peu, c'est un film documentaire. Je l'ai trouvé sur YouTube d'ailleurs. Ça s'appelle Doublé au Québec. Et donc, Ouais. d'ailleurs, tu participes avec Hubert Gagnon, Martin Wattier et Stéphanie Dolan. Et vous expliquez un peu comment. Bon, ça a été tourné, je pense, en Ce, 2007, là, ce si je gars-là, peux. là, c'est un étudiant au Cégep qui a fait ça. Ah C'est oui. extraordinaire. La réalisation de ce documentaire-là est phénoménale. Je vous le recommande vraiment chaudement. Oui, puis ça m'a fait, justement, en recherche, ça m'a fait vraiment découvrir le métier du doublage. Bon, peut-être que, bon, avec les technologies, bon, je parle en 2007, ça, autour de ça. Peut-être qu'avec la technologie, ça s'est amélioré, mais on comprend le principe de la chose. Et puis, c'est Martin Wattier qui disait, tu sais, si un réalisateur a besoin d'un grand noir de 6 pieds 3, ben moi, je suis un petit brun blanc mettons, de 5 et 8, 5 et 9, 5 et 10, ben je peux pas le faire, il me donnera pas le rôle. Mais en doublage, ça n'a aucune importance. Je prends une voix qui est semblable et puis ça passe. Donc je peux faire beaucoup plus de personnages. On parlait, je regardais ta fiche, il y a, et ça doit augmenter encore, parce qu'il y a au-dessus de 400 participations de doublage de toutes sortes dans des films. 442 qui est affiché sur le site de Doublage Québec. C'est sûr que ça augmente. Là, le rythme est quand même assez fou de ce que vous pouvez faire dans une année. Tu te dis, mon Dieu, j'ai fait autant de films, dans le fond, que je pourrais pas jouer physiquement parce que, bon, malgré que je regardais Exactement. les acteurs, il y aurait peut-être un genre pas de ressemblance, mais en fait, bon, on parlait dans la tranche d'âge, peut-être de type physique. Euh, T'as pas mal le même type physique que certains acteurs que tu doubles. Peut-être, Ouais, justement, peut-être pour ça que la voix fit, comme on dit. effectivement, effectivement. Ouais, c'est sûr. Beaucoup ont mon gabarit. C'est Matt Damon, Tom Cruise, Johnny Depp, Mhm. à peu près mon gabarit. Donc, effectivement, ça explique aussi pourquoi c'est moi qui les double. Mais c'est sûr que je ne suis pas le seul à avoir ce gabarit-là, mais ça favorise le fait qu'on soit attribué.
je leur sois attribué. Euh, donc, ouais, c'est sûr, le physique, il est pour quelque chose. Dans les dessins animés, on peut se permettre plus de licences, on peut être plus permissif. Euh, Puis, oui, effectivement, j'ai fait des personnages beaucoup plus costauds, puis ça marche. C'est ça. À un moment donné, il faut se fermer les yeux, puis écouter la voix, puis se dire, bon, euh, est-ce que puis c'est drôle parce que des fois, il y a des directeurs qui t'entendent dans des plus jeunes, puis après ça, il y a des directeurs qui t'entendent dans des plus vieux ou des plus légers ou des plus lourds parce qu'ils t'ont entendu dans quelque chose. Ah oui, il avait fait quelque chose de léger. Puis, tu sais, à un moment donné, je doublais Chris Rock, là, qui est heure limite, puis il parlait comme ça, puis il avait vraiment une voix très très haute, puis hey, merde, qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, je fais Josh Brolin dans Sin City, c'est complètement autre chose. Mais il y a quelqu'un qui m'a entendu dans Josh Brolin, puis un autre qui m'a entendu dans Chris Rock, puis Chris Tucker, c'était Chris Tucker à l'époque. C'est une question d'oreille de la personne qui te choisit aussi, là. Mhm. J'imagine que de faire des personnages qui ont un grand, comment on dit, un range, c'est à peu près comme un chanteur là, qui est capable d'aller chanter très haut et très bas, ben, Ouais. ça te donne une opportunité de faire plusieurs personnages qui ont des voix qui rentrent dans cette braquette-là là, de voix que tu es capable d'aller chercher. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a une capacité vocale. Il y a des gens qui ont moins de flexibilité vocale que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup de flexibilité vocale, là. Je peux vraiment beaucoup changer ma voix. Donc, c'est sûr que c'est un atout pour moi. D'ailleurs, tu le dis dans le film Doublé au Québec, que ta mère t'avait amené chez un spécialiste, quelque chose comme ça, parce que tu faisais des sons étant très jeune. C'est à quel âge que t'as amené Je là? pense que j'ai pas de souvenir de ça, là. Je parlais pas encore, mais j'essayais ma voix. C'est ça que le docteur lui avait dit. Parce que je faisais je grognais, puis je faisais toutes sortes de sons, puis ma mère était inquiète de ça. Mais pas le professeur, le docteur lui avait expliqué que j'explorais ma voix, puis c'est ça, j'essayais des affaires. Mais j'ai jamais arrêté finalement. Ça a payé, disons. Je suis payé pour ça. Oui, puis c'est ça, c'est comme on dit, ça a payé avec le temps Ben oui. Ouais. d'explorer sa voix. Mais est-ce qu'on continue d'explorer sa voix encore Ah ouais. Ben, la voix change aussi, hein. en vieillissant? Oui, oui, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'explorer sa voix. Euh, ben oui, ben oui. Puis en même temps, il faut l'oublier parce que l'authenticité, il ne faut pas être dans la plasticité. C'est trop plastique. Si je vous parlais toujours comme ça finirait par être un petit peu fatigant, mais là, ça sonne bien. Je m'entends tout résonner dans ma tête, puis ah oui, c'est le fun, mais c'est insupportable là, en même temps. Enfin, alors, je pense il faut être authentique, faut parler, puis c'est l'émotion, c'est la véracité qui prime. Mais je pourrais aussi parler comme ça, puis être aussi. Mais euh, il ne faut pas que le fait que je prenne une voix plus grave fasse en sorte que je me dénature non plus. Fait que c'est une question d'équilibre. Oui, parce que si on se dénature, ben c'est facile de décrocher de cette voix-là. Il faut que cette voix-là vienne naturellement. Parce que si on n'est pas Et capable de la d'ailleurs, faire constamment tout au long d'un film, ben c'est sûr que ça ne colle pas. Là. ouais. Puis je pense que tu avais posé une question au niveau de doubler au Québec plutôt que doubler en France. Je pense qu'il y a de ça. Il y a une façon, nous, on respire d'une certaine façon au Québec. Euh, on place notre voix à un certain endroit au Québec. On- les Français, je dirais, qui sont plus dans la gorge, qui parlent plus comme ça. Alors, on n'a pas la même, la même façon de projeter la voix. Ça ne résonne pas au même endroit dans la bouche, dans la gorge. Et puis, je pense que c'est pas seulement une question de langue, si on préfère les doublages faits au Québec, c'est une question de comment ça sonne, comment les voix sonnent en tant que telles. C'est pas, on n'a pas la même façon de. Puis il y a pas de bon puis de mauvais là, dans tout ça, mais il y a une question de se reconnaître. Puis se reconnaître, c'est pas seulement dans la diction ou dans le texte ou dans le vocabulaire, quoique ça y est aussi pour beaucoup. C'est aussi dans quelque chose d'organique de comment un peuple place sa voix dans son masque. Là. Le masque, c'est comme Mhm. on a des sinus, puis notre voix résonne là-dedans. On peut les faire plus ou moins résonner là-dedans. Là, c'est plus technique, mais euh, c'est pas la même chose selon où l'on vit. Puis je pense que les Québécois se reconnaissent dans notre façon justement
de placer la voix. On n'a qu'à penser aux Allemands d'ailleurs qui sont très, très, très gutturales. Ça va Ouais, dans le fond de la gorge. Tandis que nous, ici au Québec, bon, on est peut-être un petit peu plus au niveau du torse. Puis les Français, comme tu disais, un peu plus au niveau. Donc, la particularité fait en sorte que justement les gens se reconnaissent là-dedans. Eh oui, bien, c'est très important qu'il y ait une connexion, là. C'est ça. Et surtout ben, qu'il n'y ait pas de déconnexion. non, c'est ça. Ah ouais, ben là, c'est pas la voix que je reconnais aussi, parce qu'il y a aussi la continuité des voix. Oui. Quand on a entendu euh, un comédien doubler toujours par une même voix, puis là, tout à coup, c'est plus la même voix, c'est troublant, puis je pense que ça contrarie un peu le public aussi. Comme on dit, dans le métier, il faut être raccord à un moment donné. Faut être raccord, idéalement, ben oui. Eh bien, Hmm. merci beaucoup, Gilbert Lachance, d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de ce domaine qui est fascinant. Puis, je rappelle aux gens que si ils ont des questionnements, ben, Doublé au Québec, c'est disponible sur YouTube. Là. Vous avez juste à taper ça sur YouTube et c'est un documentaire très intéressant, une vingtaine de minutes. Et puis, on en apprend. On te voit dans un studio, on voit d'autres Ouais. personnes qui sont là, dont je rappelle avec Hubert Gagnon, malheureusement décédé depuis, Stéphanie Dolan et Martin Wattier, qui sont aussi des doubleurs. Vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir la facilité que ces gens-là ont de travailler. Et puis avec le temps, l'expérience, ben, ça fait comme du bon vin. Merci beaucoup. Juste pour. Il y a un autre site aussi qui s'appelle Oui, doublage.qc.ca, où si vous voulez savoir qui a doublé quoi, c'est comme une espèce de site de banque de données. encyclopédique sur qui a fait quoi. Ah, Ça peut être d'accord. intéressant aussi. Ben, merci beaucoup. Et puis, Un plaisir. merci. Au revoir.